suis Laurence Porancini, je fais partie du Tech Hub chez Natixis CIB et j'accompagne nos clients entreprises dans leur réflexion stratégique en matière de développement et de transformation technologique. Je suis ici avec vous pour débattre de mobilité. Avec moi Martin Viel. Bonjour, donc Martin Viel, je suis exécutif directeur chez Clipperton. On est une banque d'affaires européenne dédiée aux technologies et aux sociétés de croissance. Nous allons parler ensemble de mobilité. Alors, c'est vrai que nos intervenants précédents, à la fois Monsieur le secrétaire d'État Cédric O, Luc Julia, ont déjà pas mal lancé les débats sur la mobilité. Ils n'ont pas traité tous les sujets, ils nous ont lancé des petits pics, mais nous allons pouvoir y répondre tous ensemble. Et là où la mobilité est effectivement quelque chose d'important dans la technologie, c'est que nous assistons déjà depuis quelques années à une révolution dans l'univers des mobilités avec l'arrivée de toute une série de nouvelles technologies. C'est une explosion de nouveaux services. Et on voit à quel point, depuis pas mal d'années, l'offre a changé. On parle d'autopartage, et je dis on parle d'autopartage, on vit l'autopartage. On parle de mobilité libre-service. Il y a beaucoup d'applications qui existent et que nous utilisons tous les jours et qui ont pour notamment but de simplifier notre vie dans l'usage des transports, dans nos déplacements. Et puis aussi, maintenant, il y a une consommation des transports à l'usage. Mais vraiment, ce qui est assez nouveau et ce qui est très récent, c'est que au niveau des mobilités, il y a une intégration nouvelle, d'une nouvelle composante dont on a commencé à parler ensemble, c'est la composante durable et le besoin d'aller vers une mobilité zéro impact. On voit bien que les tendances dans la mobilité de demain, c'est que les mobilités seront à la fois éco-responsables, multimodales et interconnectées. Pour ce débat-là, on peut se demander quel rôle joueront les technologies. Comment les technologies vont nous permettre de rendre la mobilité plus propre, plus efficace et plus sûre. Pour le comprendre, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous des acteurs créateurs de mobilité. Julien Nicolas, vous êtes directeur numérique du groupe SNCF et président de 574 Invest, le fonds Corporate Venture du groupe SNCF. Vous êtes également l'artisan de la transformation numérique de votre groupe, avec par exemple l'application Oui SNCF que nous connaissons tous et que nous utilisons vraiment tous au quotidien. Mais vous êtes aussi l'artisan de l'ouverture de votre groupe à une offre de mobilité multimodale. Luc Julia parlait du train, mais moi j'avais envie de parler du train, de la voiture, des cars et autres offres que vous pouvez nous proposer. Vous partagerez avec nous votre vision du train de demain. Éric Maury, vous êtes responsable environnement et énergie dans les équipes engineering d'Airbus. Vous intervenez spécifiquement dans le domaine aérien commercial. L'innovation fait bien sûr partie de l'ADN d'Airbus. Vous nous direz comment l'avion de demain s'intègre aussi dans une mobilité propre. Thibaut Chassagne, vous êtes cofondateur de Virtuo. Vous intervenez, vous, dans le domaine de la mobilité moyenne et longue distance, principalement à destination des résidents en milieu urbain. Votre offre, vous l'avez développée grâce à une offre innovante de voiture à la demande, grâce à votre application que nous utilisons également tous. Votre application permet de nous faire livrer une voiture à son domicile et ensuite de l'ouvrir avec son smartphone et puis de partir sur les routes et de voyager librement. Vous nous raconterez comment les moyens de consommer la mobilité ont évolué ces dernières années. Cédric Ferrero, vous êtes le fondateur de Geosat. Vous avez été le premier à utiliser des données des récepteurs GPS pour effectuer des cartographies. C'était déjà il y a 20 ans. Maintenant, Geosat, c'est plus de 500 personnes spécialisées dans le domaine des ressources et des mesures spatiales et terrestres. Vous nous parlerez du rôle de la data dans les réseaux. Rémi
Rémi de Tonac, vous êtes investisseur engagé dans la durabilité, associé chez ETF Partners. Auparavant, vous avez été pendant 30 ans un entrepreneur engagé dans la technologie, avec 2 entreprises et 2 introductions réussies. Là encore, on en a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, et moi j'appuie sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Elles étaient réussies, elles étaient dans l'innovation, et puis c'était il y a déjà quelques années. Oui, enfin, il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelques années, donc ça fait partie du succès des techs en France. 9 ans, 9 ans c'était hier. Voilà, 9 ans, c'était hier. Mais c'était un beau succès à mentionner. En tant qu'investisseur, vous nous ferez parler de votre vision de la mobilité éco-responsable. Parlons à présent de mobilité de mobilité propre. L'Europe vise à des objectifs vraiment ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction de 55% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. C'est vrai qu'à la fois les constructeurs automobiles, les avionneurs, les opérateurs de flotte, les compagnies aériennes, les opérateurs ferroviaires, tous dévoilent les uns après les autres des objectifs bas carbone et des stratégies ambitieuses. Rémi, en tant qu'investisseur, pouvez-vous nous dire pourquoi il est intéressant de parier maintenant sur ces nouvelles mobilités et notamment sur celles qui permettent de relever le défi de la mobilité durable ? Merci Laurence. Alors, c'est pas que ce soit intéressant, c'est que c'est inéluctable. Et en plus, c'est intéressant. 3 raisons. Petit 1, on est déjà rentré dans la période post-pétrole. 90% des mobilités d'hier, si j'ose dire, fonctionnent avec des énergies fossiles. Et le pic pétrolier est passé il y a 5, 6, 7 ans, ça dépend des experts. Et il nous reste 30 à 40 ans de ressources pétrolières si on continue à consommer comme ça. Donc, bon, j'ai conscience que là, je vais prêcher les convertis. On sait que c'est inéluctable. Première raison. Deuxième raison, les mobilités d'hier, je ne parle pas du train qui va continuer, mais les mobilités d'hier, on est bien conscient qu'elles nous pourrissent la vie et qu'elles nous tuent la vie. Hein. À n'importe quel instant, à Paris, à New York ou à Tokyo, entre 25 et 30% du centre-ville est utilisé par les voitures. Est-ce qu'on peut penser à un asset plus premium que le centre-ville de ces grandes villes, de ces capitales? Si on se projette, alors Luc Julia ne l'a pas dit, mais si on se projette dans 7 ou 8 ans, 10 ans maximum, et qu'on a ces voitures 4, ça veut dire qu'on va récupérer environ 70% de ce premium, de ces actifs premium, le centre-ville, pour pouvoir faire circuler des voitures autonomes, d'une part, des voitures autonomes, et récupérer tous ces espaces pour des espaces verts, pour des logements, etc. On regardera cette époque d'aujourd'hui comme une époque de barbarie folle, hein, avec des dizaines de milliers de kilomètres d'embouteillage et des dizaines et des centaines de milliers de morts sur les routes. Ça sera vraiment vu comme quelque chose, mais comment est-ce qu'on a pu tolérer ça? Deuxième raison. Troisième raison, corollaire aux 2 premières, c'est que tout simplement, c'est rentable, on le sait bien. Je pourrais donner une foultitude d'exemples, j'en donnerai que 2. Celui qui a investi 10 000 euros dans Tesla en 2014, c'était pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui il a 1 million d'euros. 10 000 euros, 1 million d'euros en 7 ans, pas mal. Le business angel qui a investi chez Thibault, chez Virtuo en 2015, s'il a fait l'erreur de sortir au dernier tour, il a très bien gagné sa vie. Mais il aurait mieux fait de rester chez Thibault parce que la plus belle partie du futur de la société est devant lui. Voilà. Merci. Julien, de votre côté, on parlait effectivement du train. Et pour nous, le train, effectivement, c'est un enjeu et un moyen très fort de développer une mobilité propre et durable. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, ou en tout cas, nous, en tant qu'utilisateurs, il était important pour nous que vous nous expliquiez comment les mobilités et comment le train de demain permettra d'atteindre ces ambitions bas carbone.
Vous l'avez dit, nous on est déjà dans une mobilité bas carbone et donc on pense qu'on est une partie de la solution pour demain. Néanmoins, on travaille à toujours optimiser et si on est bas carbone, on a toujours un certain nombre de matériels qui utilisent aussi des énergies fossiles. C'est le cas de certains TER qui marchent au diesel par exemple. Et donc on travaille sur le matériel pour passer sur de l'hydrogène par exemple, là où il n'y a pas d'électrification. Donc ça c'est le cas par exemple, on a des TER hybrides là qui vont fonctionner dès cette année. On a donc des TER à hydrogène qui vont fonctionner à partir de 2023. Et puis sur là où on est déjà électrifié, on travaille aussi sur le matériel, le TGV par exemple, avec de la data où on va faire de l'éco-conduite, on va améliorer grâce à la data encore toute sa consommation. Donc ça, vraiment, il y a un aspect sur le matériel qui est important pour garder, évidemment, cette avance bas carbone qui est déjà dans notre ADN. Et puis le deuxième point, c'est l'utilisation du numérique. Effectivement, pour continuer, comme je le disais, d'améliorer nos performances. On a aussi beaucoup d'opérations, de maintenance, d'opérations sur nos réseaux. Et donc, on utilise énormément la tech. Et donc, on regarde, évidemment, le sujet notamment du bas carbone au global, amener plus de clients vers le train. Notre objectif est de doubler notre part modale, puisqu'aujourd'hui le train c'est environ 10% des déplacements en France, donc on veut doubler cette part. Et donc on utilise la tech pour ça, pour faire venir plus de clients vers le train. Et puis le deuxième point, je l'ai dit, quand on fait rouler des trains, on regarde quand même sur chacune des verticales ce qu'on émet. Par exemple, y compris dans le numérique, on a un problème de numérique responsable pour mesurer ce que le numérique émet chez nous et comment on optimise. Donc vraiment, en grand, le cercle vertueux, amener des clients au train. Et puis après, par verticale, que la tech nous aide sur chacune des opérations, des activités qu'on peut avoir à mener. Eric, je ne vais pas revenir sur ce que disait Cédrico et sur le Paris-Nice. J'y reviendrai. Ah, vous allez y revenir. Ah, mais génial. J'ai déjà oublié, moi, l'impact que ça avait, mais j'ai compris que c'était beaucoup. Oui, c'était beaucoup. Mais vous allez nous expliquer comment vous aussi, dans le transport aérien, vous avez des leviers pour atteindre ces ambitions de neutralité carbone. Alors pour vous, l'horizon, c'est 2050. Certes, mais c'est pour bientôt. Et également, quels sont les objectifs que vous avez pour avoir une aviation commerciale zéro impact sur le climat? C'est aussi un élément important, je crois. C'est un élément structurant et comme l'a rappelé Cédric, le transport aujourd'hui, quel que soit le secteur, est essentiellement carboné. Tous les flux physiques, que ce soit les passagers ou les marchandises, sont à 90% au moins dépendants du pétrole ou des énergies carbonées. Bon, il y a l'exception du train dans certains pays, c'est pas le cas de tous les pays, parce que le train électrique est décarboné si l'électricité l'est. Ce qui est un vrai sujet. Donc pour revenir à la petite pique de Cédric, notre secrétaire d'État, qui a fait la comparaison, alors je n'ai plus en tête, mais c'est sur un aller-retour Paris-Nice, oui, représentait l'équivalent d'une année ou deux de consommation de data individuellement. Alors, c'est peut-être vrai, il a probablement raison. Ce que je veux dire d'abord, c'est que le Paris-Nice, que vous le fassiez en avion ou en voiture, le bilan carbone sera en ordre de grandeur assez équivalent. Et je pense que c'est important de bien avoir en tête que les avions aujourd'hui sont extrêmement efficaces en termes d'intensité CO2. D'accord, c'est grosso modo une voiture consomme par passager et par kilomètre ce qu'aujourd'hui un avion consomme. Donc il n'y a pas de honte à aller, en tout cas à Nice en avion, pas plus qu'en voiture, et c'est un peu plus rapide, donc c'est tout l'intérêt. Voilà. Mais ça montre aussi que l'aviation, à travers cet exemple, est souvent, je dirais, le punching ball du sujet climat et environnemental. Donc deux choses là-dessus. Un, le transport aérien au niveau mondial représente de l'ordre de 2,5% des émissions de CO2, donc c'est significatif, mais ce n'est que 2,5%. D'autre part, ça souligne encore plus la pertinence de la stratégie d'Airbus qui a été vraiment tendue vers cet objectif d'aviation net zéro pour vraiment sortir un peu de ce rôle de punching ball et apporter des solutions. Alors pour les solutions, ce que je peux dire très rapidement, c'est que historiquement, l'intensité de l'aviation s'est beaucoup améliorée. On a en gros amélioré de plus de 80% l'intensité carbone du voyage aérien depuis les années 50 et la première génération de jets.
Et les trois piliers de la décarbonisation de l'aviation seront d'une part continuer à améliorer l'intensité carbone de nos produits, donc c'est faire des avions plus légers. Les avions, ça déteste la masse. On n'est pas au sol comme les trains. Voilà, donc la masse est un vrai sujet. Et c'est pour ça aussi que les solutions technologiques ne seront pas les mêmes. Donc typiquement, l'avion électrique à base de batterie n'est pas une option, en tout cas pour le transport de masse, compte tenu des masses. L'amélioration des opérations aériennes, dont là la tech et les data sont importantes pour réellement optimiser les opérations, les trajectoires de vol. Mais le gros chantier, c'est le choix de l'énergie pour l'aviation. L'avion, comme toute machine, a besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc là, les deux grandes pistes sur lesquelles nous travaillons, c'est d'une part les carburants SAF, donc carburant aviation durable, Sustainable Aviation Fuel, qui sont essentiellement construits à partir de biomasse, donc c'est des biocarburants, et qui sont utilisables par la flotte actuelle, déjà à hauteur de 50% de taux de mélange. Et l'autre grande piste, c'est les carburants purement synthétiques, dont la figure de proue, c'est l'hydrogène, donc, et l'avion hydrogène. Vous êtes tous au courant qu'Airbus a annoncé la volonté, et c'est pas qu'une volonté, c'est aussi un plan pour être capable de mettre en service en 2035, donc un avion qui fonctionnerait directement à hydrogène, donc c'est un carburant cryogénique. Donc se pose la question, bien sûr, d'avoir un hydrogène décarboné, parce que si c'est pour faire de l'hydrogène carboné, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est la piste plus long terme, mais avec une entrée en service à l'horizon de 15 ans, et probablement en commençant par le segment de marché des avions de moyenne capacité court courrier. Donc voilà un peu la feuille de route de l'aviation, c'est améliorer l'efficacité du design, comme on l'a toujours fait, améliorer l'efficacité des opérations, et enfin piloter le choix de l'énergie pour l'aviation entre des carburants substituables au kérosène et des carburants purement synthétiques comme l'hydrogène. Voilà. Oui, vaste chantier, l'avion à hydrogène. L'hydrogène, c'est aussi pour la voiture. Alors avec Thibaut, effectivement, nous allons revenir au monde de la voiture. Thibaut, je sais que vous n'êtes pas constructeur de véhicules, mais malgré tout, vous participez à travailler pour ces ambitions bas carbone. L'ensemble de l'industrie automobile et côté constructeur se prépare à ce changement à horizon 2035, donc c'est un peu plus tôt que dans le domaine aérien. Leurs ambitions, c'est de réduire la part des moteurs thermiques, soit de les annuler carrément, disent-ils, ou en tout cas vraiment de les réduire progressivement. Et tous ont choisi maintenant, c'est indéniable, le virage de l'électrique. De votre côté, Thibaut, vous avez également fait ce pari-là d'une flotte 100% électrique dans quelques années, 2030, mais vous avez aussi d'autres engagements dans la mobilité bas carbone. Pouvez-vous nous expliquer quels sont vos engagements ? Bien sûr. Pour compléter un peu les démonstrations qui ont été faites sur le rapport entre le transport et les émissions de CO2, donc la voiture, le transport de personnes en voiture, c'est 12,5% des émissions globales aujourd'hui, donc c'est 6 fois plus que l'avion. Et 99% des voitures aujourd'hui, elles sont personnelles. Donc elles appartiennent à quelqu'un, et il y a une formidable inefficience de ce système. Pour des raisons assez simples, c'est que les voitures personnelles, aujourd'hui, elles sont utilisées à peu près 4% du temps. Donc 96% du temps, elles restent garées. Et pour chaque voiture, il ne faut pas simplement une place de parking, il en faut généralement 3, plutôt 3 en Europe, voire 4 à 5 aux États-Unis, puisqu'il en faut une au bureau, il en faut une chez vous, il en faut une au centre commercial, il en faut une au stade de sport, et ainsi de suite. Donc on a des voitures extrêmement peu utilisées et qui prennent beaucoup d'espace. Donc un des gros enjeux, un des premiers enjeux, si on veut s'attaquer à ce problème des 12,5%, c'est plus partager les voitures. Donc nous, on fait partie des acteurs où on partage une flotte de voitures. Donc chacune de nos voitures, elle accueille beaucoup plus de passagers qu'une voiture personnelle. Elle fait beaucoup plus de kilomètres. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu, vous en avez parlé, de moteurs. Aujourd'hui, les moteurs à combustion interne émettent beaucoup de CO2, même si les constructeurs se sont beaucoup améliorés, y compris sur les moteurs thermiques. Mais si vous prenez l'âge moyen du parc automobile, il a 10 ans, et il y a 10 ans, les voitures, elles émettaient 50% de plus
qu'aujourd'hui, et il y a 20 ans, elles en mettaient 100%. Donc on a un enjeu de rajeunissement du parc et évidemment de transition vers des moteurs électriques qui émettent très peu à condition que l'énergie soit décarbonée. Et enfin, le dernier enjeu, et sans doute le plus important, pour faire écho à ce que disait Rémi, le problème de la voiture, dans le système actuel de la voiture individuelle, c'est que quelque part, on achète tous ces trajets upfront, quand on achète sa voiture ou quand on prend l'engagement d'un leasing pendant une longue durée. Donc l'incitation, elle est d'utiliser sa voiture un maximum, puisque le coût marginal du trajet est quasiment nul, il y a juste le carburant. Et donc ça nous met dans un système où on utilise sa voiture, donc on déplace 2 à 3 tonnes de métal pour faire 1 km, 1,5 km, pour aller faire une course, pour aller au bureau, etc. Et ça n'a aucun sens en termes de consommation d'énergie. Donc tout l'enjeu, c'est, et on est en train d'assister à ça, je crois, et c'est les investissements que vous faites, mais on est en train de passer d'une économie dominée par la voiture individuelle à une économie dite du trajet, où grâce à nos smartphones, on consomme une multitude de services qui vont remplacer le décathlète qu'est la voiture aujourd'hui, et donc ça incite à des comportements plus efficients, parce que il suffit de se rendre compte qu'un Uber, ça coûte trop cher pour aller acheter une baguette de pain, et donc on utilisera un autre moyen, peut-être un vélo partagé, ou tout simplement on ira à pied. Donc ma démonstration est un peu longue, mais Virtuo s'inscrit dans cette économie de trajet. Et enfin, pour terminer, on fait aussi autre chose. Depuis le 1er janvier 2021, on a décidé de compenser tous nos trajets carbone. Donc aujourd'hui, c'est une première étape, puisqu'on ne peut pas avoir 100% de notre flotte électrique aujourd'hui. Notre business, enfin nos clients, ça ne couvre pas tous les usages. L'infrastructure n'est pas encore au rendez-vous. Donc en attendant, on a une neutralité carbone en compensant toutes nos émissions. Merci. Martin, je vais te laisser parler d'efficacité qui avait été effectivement déjà évoquée par Luc Julia avec le besoin de l'efficacité des données. On parlait des trajets et de l'efficience des trajets. Effectivement, je pense que c'est une thématique importante pour la mobilité. Oui, Rémi et Thibault en ont déjà un petit peu parlé, mais on va parler un peu de l'efficacité des systèmes de mobilité. On entendra par là, alors ça peut être l'efficacité des matériels, l'efficacité des réseaux, mais aussi l'efficacité en termes de bénéfices à la fois pour les opérateurs, pour les usagers et puis pour l'écosystème de mobilité dans son ensemble. Donc la question de fond, c'est comment est-ce que les nouvelles technologies vont permettre de rendre tous ces nouveaux moyens de mobilité plus efficaces ou plus efficients que ce que Rémi appelait la vieille mobilité. C'est à peu près sûr que toute l'utilisation des données dans le transport est une composante essentielle pour générer ces gains d'efficacité. On va peut-être commencer par parler des réseaux avec Cédric. Aujourd'hui, à l'ère du transport intermodal, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les systèmes peuvent fonctionner les uns avec les autres et échanger des données les uns avec les autres? Comment est-ce que cette efficacité des réseaux peut être réglée par de la connectivité? Il y a déjà des précédents, je pense, dans ce que l'on vit en termes de mobilité. Je pense au train, je pense à l'avion, dans lequel on échange déjà beaucoup de données. D'une part, sur le service utilisateur. Donc il y a des applications qui fonctionnent et qui nous permettent de savoir exactement ce qui se passe. Ensuite, en interne, il y a toutes les plateformes en fait, de communication entre les infrastructures qui organisent ce transport-là et le matériel roulant. Donc on ne part pas de rien, on a déjà des choses qui sont en place. S'agissant d'un mode de transport qui, lui, en revanche, n'est pas dit régulé, la voiture dont on vient de parler, là, on se pose des questions, notamment dans les groupes de travail ministériels, pour savoir est-ce qu'on n'a pas besoin à un moment donné, et notamment pour l'organisation du service de mon collègue de gauche, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Thibault, merci. Thibault, oui. Pour les services de Thibault, on a besoin de savoir où sont ces véhicules en permanence. Donc il y a des notions de traçabilité et de positionnement qui sont importantes. Et si on va plus loin après dans ce qu'on appelle le transport autonome, la notion de position devient cruciale encore. Mais si on reste sur le connecté, puisque c'est de ça dont il s'agit, on réfléchit actuellement dans les services routiers à avoir une plateforme de supervision de manière à ce qu'on sache exactement où sont les véhicules. Il y a une chose qui n'a pas été dite, mais je peux peut-être la rajouter, c'est que les véhicules, dans les projections qui sont faites actuellement sur l'autonomie et sur le service de location des véhicules, on prévoit une diminution du nombre de véhicules en service. Et donc, peut-être un peu moins de données justement à gérer, puisque moins de véhicules. Et là, quand on va commencer à gérer la donnée, il y a deux paradoxes qui sont importants. Le premier, ça a été soulevé par Luc Julia tout à l'heure, c'est l'expertise et la qualité de la donnée.
On n'a pas besoin d'avoir de l'apprentissage de reconnaissance de chat pour faire du transport. Ça nous servira à rien. On a travaillé avec les bases Kitty au début, quand on a commencé, nous, il y a 6 ans, à travailler sur l'IA. Les premiers retours sur les bases Kitty sont médiocres, complètement médiocres. Les bases ne sont pas expertisées, elles sont bruitées, et donc on n'a aucun retour intéressant. On a besoin de données expertes, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a aussi besoin d'avoir une économie en termes du volume de données, parce que vous imaginez, si on met en place une plateforme pour superviser le trafic routier, il va falloir qu'on soit frugal, parce que sinon on revient sur exactement les mêmes principes, c'est on crée de la data, même si aujourd'hui elle est peut-être un peu plus économe que ce qu'on a dans un transport physique carboné. Si dès le départ on peut mettre le curseur suffisamment haut pour dire on veut de la donnée experte et on veut une donnée qui soit la plus frugale possible, ben je pense qu'on mettra en place les conditions pour pouvoir arriver à un peu plus d'efficacité. Merci Cédric. Alors pour le groupe SNCF, l'enjeu d'interopérabilité, il est évidemment crucial. On a connu un contexte un peu difficile ces 2 dernières années avec le Covid, mais qui a donné lieu à l'adoption de nouvelles pratiques. Julien, comment est-ce qu'on est passé quelque part d'un mode de consommation d'un moyen de transport à un mode de consommation de mobilité tout simplement ? Les gens recherchent de la mobilité. On s'est effectivement aperçu à quel point c'était important pendant la pandémie, quand on en a été privé, qu'on avait besoin de cette mobilité pour sa vie personnelle, sa vie professionnelle, pour son épanouissement. Les gens recherchent évidemment une mobilité et pas un mode de transport en tant que tel. Et même quand on choisit le mode de transport train, on ne vit pas dans une gare et on ne va pas à la gare. Et donc on cherche un voyage global. Et c'est la difficulté dans la mobilité, c'est une expérience de rupture. On est continuellement en rupture dans notre mobilité, à passer d'un mode à l'autre. Et c'est vrai pour le train. Le train ne vous emmène pas forcément jusqu'en bas de chez vous, jusqu'au bureau où vous avez rendez-vous. Et donc, on a décidé, pour attirer toujours plus de clients vers le train, effectivement, de pouvoir gérer cette interopérabilité avec d'autres modes, de pouvoir les agréger, de pouvoir les abouter. Et c'est là où rentre notamment la tech sur nos applications. On vendait des billets de train et au fur et à mesure, on rentre des nouvelles mobilités, on rentre des nouveaux modes de transport complémentaires, d'abord sous forme un peu, on va dire, c'est pas exactement ça, mais c'est pour l'image comme une marketplace. Donc en fait, je vais trouver du train, je vais trouver du bus, je vais trouver de la trottinette, je vais trouver du vélo, je vais trouver du VTC. Et puis là, ce sur quoi on travaille, c'est évidemment de pouvoir vous proposer des trajets qui combinent tout ça pour vous permettre justement cette solution de mobilité et non plus de transport. Et donc dans la solution de mobilité, nous on a un cœur qui est le train, le backbone, et puis par contre on peut y mettre un vélo avant, un VTC après, et ça permet quand même du coup globalement de ramener des gens vers le train et d'atteindre à la fois notre objectif propre de business d'entreprise, et puis on le disait, le côté un peu plus vertueux sur le bas carbone dont on parlait. Merci. Si on se place maintenant un peu du côté de l'utilisateur, lui, ce qu'il va attendre, c'est aussi une mobilité plus efficiente, c'est une mobilité plus flexible. Peut-être une question pour Thibaut. Comment est-ce que vous avez innové plutôt du côté du parcours client et comment est-ce que vous êtes adapté à cette demande d'une mobilité plus flexible et plus innovante ? Dans notre cas, l'enjeu principal, c'est remplacer la voiture individuelle, qui est un des trucs les plus confortables qui soit. Chacun sa voiture en bas de chez soi, d'où le succès. Donc c'est indispensable de créer un parcours client le plus sans couture en français possible, et ça on le fait grâce à la technologie. Donc ce qui a débloqué l'adoption de Virtuo, c'est cette technologie qui est basée sur du Bluetooth Low Energy, qui permet d'ouvrir sa voiture avec son smartphone. Ça, c'est la brique de base. Et après, tout l'enjeu, c'est créer un parcours client dans l'application le plus fluide possible. Et ça c'est l'enjeu d'adoption. Ouais. Et donc, d'investir ce parcours de client, ça permet l'adoption. C'est indispensable. Rémi, vous, de votre point de vue d'investisseur, et pour faire le lien avec le premier thème, comment est-ce que toutes ces technologies dont on vient de parler, qui rendent la mobilité plus efficiente, peuvent être compatibles, enfin, le sont-elles, avec une mobilité plus verte, enfin, le sont-elles automatiquement? Alors je rephraserai, pour que ces nouvelles mobilités green soient efficientes, elles ne peuvent que
utilisée. Elle compte totalement sur les deep tech, sur l'AI, sur le big data. Thibaut parlait de l'efficience de son système d'autopartage. Tu me corrigeras si je me trompe, mais une voiture en autopartage est équivalente à 10 ou 15 voitures possédées par des particuliers. Vous parlez d'une efficacité. Hein. Et tu ne veux peut-être pas dévoiler tes secrets, mais il y a de l'AI, il y a du big data, il faut savoir où positionner la flotte, il faut savoir la rebalancer. Donc c'est comme ça que ça se gère. Sinon, la grille de mobilité, on retourne au bateau à voile, au cheval, à la diligence. Ce qui est très bien, mais ce n'est pas tellement plus efficace. Je vous donne un autre exemple facile à comprendre. La voiture autonome, c'est un peu plus de 1 gigabit, 1 gigaoctet par seconde qui arrive au cerveau de la voiture autonome. C'est-à-dire que tous les lidars, radars, caméras dont sont bardées les voitures autonomes, ils envoient toutes les secondes un film haute définition de 1h30. Et il faut que le cerveau, qui est composé des CPU, enfin des microprocesseurs, des GPU, des graphiques processeurs, des AI coprocesseurs, donc un truc énorme qui doit se refroidir. Aujourd'hui, dans les voitures autonomes, on utilise plus de batterie pour alimenter ce cerveau que pour faire tourner la voiture. Donc, vous voyez, il y a encore des progrès à faire. Et donc, ce film haute définition qui est reçu toutes les secondes, eh ben, il faut qu'en moins de 5 microsecondes, le cerveau de la voiture prenne la décision. Je fonce tout droit dans les bagnoles qui sont accidentées ou je tourne à gauche au risque de rentrer dans un arbre ou dans des individus. Voilà. Donc, c'est simple. S'il n'y a pas les deep tech, il n'y a pas les grilles de mobilité qui vont permettre de gagner en efficience. Ce n'est pas vrai de tous les secteurs. Hein. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais on sait bien que la transition énergétique, dans certains secteurs, ça risque de s'accompagner d'une forme de décroissance. Si vous faites de l'acier, ça va être dur de le faire de façon aussi efficace. Dans les mobilités, il n'y a aucun doute. Les deep tech vont permettre d'introduire beaucoup plus d'efficience. C'est déjà le cas avec un Virtuo. Alors, passons peut-être à la dernière thématique de notre table ronde sur comment rendre la mobilité plus sûre. Alors, mobilité plus sûre, c'est à la fois la protection des passagers, hein, c'est ce à quoi on pense en premier, c'est aussi la protection des matériels ou des infrastructures de transport. Rémi en parlait à l'instant, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui parfois peuvent faire un petit peu peur, sur la voiture autonome notamment. C'est vrai dans le secteur automobile, mais c'est vrai aussi dans le secteur aérien et dans le ferroviaire. Donc l'enjeu aussi d'adoption, ça va être de gagner la confiance dans ces nouvelles technologies. Donc on vient de voir que ces nouvelles technologies nous permettent d'avoir une mobilité plus efficace et plus verte. Comment est-ce qu'elles peuvent aussi nous permettre d'avoir une mobilité plus sûre? Et peut-être une première question pour Eric, chez Airbus. Comment est-ce que vous utilisez les données pour minimiser à la fois les risques d'accident, par exemple, ou alors permettre aux usagers de continuer à voler dans un contexte sanitaire tel qu'on l'a connu? Oui, alors juste en termes de sécurité, c'est vrai que l'aérien est quand même remarquable sur les progrès qui ont été faits depuis, je dirais, 30 ou 40 ans. Et le taux d'accident est extrêmement faible, c'est de l'ordre d'un accident fatal pour 10 millions de vols. Et effectivement, les avions sont de plus en plus communicants. Les systèmes à bord de l'avion, l'électronique est arrivée dans les avions il y a plus de 3 décennies maintenant, et donc il y a un suivi en temps réel des paramètres avions, d'une part pour maximiser, je dirais, le niveau de sécurité, mais aussi pour optimiser la maintenance, optimiser les coûts, et tout ça va travailler de pair. Et c'est vraiment des moyens efficaces et avec des flux de données significatifs qui sont gérés par les compagnies aériennes, mais dont l'avionneur est responsable de l'architecture système à bord. Et ça permet, comme je le dis, à la fois d'anticiper les pannes, d'optimiser les actes de maintenance et bien sûr d'améliorer la sécurité des avions. De ce point de vue-là, et pour revenir sur une projection dans le futur, j'ai parlé de l'avion à hydrogène. Et juste sur ce point-là, c'est réellement un des axes stratégiques majeurs des développements techno que l'on mène dorénavant.
c'est vraiment de prendre la sécurité dès le début comme un paramètre critique de son futur design. Donc bien sûr, ça a toujours été dans l'ADN de l'aviation et d'Airbus de faire des avions sûrs et encore plus sûrs, et l'avion à hydrogène le sera de ce point de vue-là. Et c'est vraiment autour des enjeux sécurité, sur les carburants cryogéniques, les systèmes d'alimentation en carburant, les systèmes de stockage, que sont les gros enjeux techno du moment. Voilà. Du côté des trains aussi, la sécurité, bien évidemment, est quelque chose de crucial et essentiel. Et on imagine aussi que de côté Julien et la SNCF, l'analyse des données est un élément essentiel dans votre quotidien pour assurer la sécurité à la fois des passagers, du matériel, des infrastructures. Donc vous avez cette triple problématique à respecter. Comment la technologie peut vous apporter, ou dans quel domaine la technologie peut vous apporter un plus sur à la fois, j'allais dire, les trois segments qui sont certainement assez différents? Oui, sur les trois segments, peut-être je peux donner quelques chiffres. On a 30 000 kilomètres de voies à peu près en France, on a 3 000 gares. On fait tourner 17 000 trains par jour et donc effectivement on a ces sujets de sécurité qui constituent le socle. Aujourd'hui, comme dans l'aérien, il faut une sécurité totale quand vous montez dans un train. Et puis on a des sujets de maintenance et de qualité de service, puisqu'évidemment on essaye, en plus de cette sécurité, de délivrer la meilleure qualité, le moins de retard possible. Et donc, évidemment, on se sert de plus en plus de tech, on se sert de plus en plus de data, et donc on se sert aussi de plus en plus de l'IoT et de capteurs. Donc, on déploie beaucoup d'IoT en ce moment sur notre réseau. Je vous ai parlé des voies pour surveiller les rails, pour surveiller les caténaires, des capteurs de chauffe qui permettent de voir, voilà, y compris avec des impacts météo. La météo est changeante, donc comment réagissent nos infrastructures. On déploie des capteurs dans nos trains. Alors les anciens trains, on met des capteurs. Les nouveaux trains, ils sont nativement des aspirateurs à données. On va avoir un TGV, le nouveau TGV, TGVM qui arrive en 2024, voilà, qui a un nombre de data extrêmement impressionnante. Et d'ailleurs, ça nous demande d'avoir aussi les infrastructures en technicentre, de déployer des nouvelles technologies, de la connectivité, de la 5G pour pouvoir récupérer toute cette data parce qu'elle est très massive aujourd'hui. Donc ça, c'est les nouveaux matériels. Et puis les anciens, on y met des capteurs. Donc je peux vous donner des exemples un peu concrets. Si je prends, votre question était sur la sécurité, si je prends un exemple de sécurité, on a sur Intercité des corails qui circulent encore, par exemple vers Clermont-Ferrand, vers Toulouse. Et en fait, les portes de ces corails, il faut que le contrôleur passe les vérifier une par une avant de partir, qu'elles soient bien fermées. Avec des capteurs, aujourd'hui, évidemment, on peut, et c'est ce qu'on est en train de faire, les déployer sur toutes les portes. On sait si la porte est bien fermée ou pas. Si elle n'est pas fermée, ça envoie un SMS automatiquement au contrôleur qui pourra aller évidemment la sécuriser. Et ça permet du gain de temps. Ça permet évidemment d'éviter tout retard et de respecter ce qu'on appelle chez nous le H00, c'est-à-dire que ça parte à l'heure. Parce que quand vous partez à l'heure, vous avez plus de chances d'arriver à l'heure que si vous partez en retard. Donc le départ à l'heure est très important. Donc on se sert de ces capteurs pour ça. Pour des services aux clients, on a parlé des gares, je vous ai dit 3000 gares, par exemple des capteurs sur les escaliers mécaniques. Pareil, est-ce qu'il fonctionne, il ne fonctionne pas, on a une alerte et on peut envoyer les services de maintenance rapidement. Donc on met vraiment voilà, des capteurs un petit peu partout. Le réseau, dernier exemple, j'aurais couvert les trois. On a des portes anti-faune parce qu'une grosse cause de retard, c'est les heurts de faune, donc de sangliers. Et donc on a des portes, des passages, et là pareil, on met des capteurs pour vérifier si tout ça est bien fermé, ouvert quand il faut, fermé quand il faut. Donc ça nous aide sur la sécurité, ça nous aide sur l'amélioration. Et donc derrière tout le traitement de cette data, qui est un sujet pour nous, je l'ai dit, par exemple les futurs matériels, le futur TGV, nous permettra de récolter énormément de choses pour améliorer globalement le service. Pour rester sur ce thème de la sécurité, Luc Julia tout à l'heure nous faisait un tout petit peu peur, ou alors était plutôt provoquant avec la voiture qui s'arrêtait parce que quelqu'un portait un panneau stop.
sans aller jusque-là et pour pouvoir rassurer de votre côté, Cédric, on imagine qu'en tant que spécialiste ou expert dans la modélisation, notamment pour les réseaux et les cartographies, de votre expérience, à mesure qu'on travaille vers un transport de plus en plus autonome, est-ce que la modélisation 3D est un moyen ou pas? Comment vous l'utilisez justement pour arriver à davantage de sécurité, d'efficience et puis que tout fonctionne correctement? Il y a un postulat qui est proposé tout à l'heure par Rémi qui est vraiment éloquent. Comment je décide en 5 microsecondes d'une décision quand j'ai 1 gigabit? Et je vais rajouter une contrainte supplémentaire. Et comment je fais quand j'ai mon lidar qui me donne une information différente de ce que me donne ma vidéo, ou mon ADAS, ou ma position GNSS? Comment je décide quand j'ai du faux positif? Comment je fais? Si je raisonne tout capteur, j'ai cette vulnérabilité-là. Et je crois que chez Airbus, c'est pareil, vous travaillez sur le trisimilaire, le dissimilaire ou le trisimilaire pour confirmer à un moment donné une information par 3 sources de données différentes. Si on raisonne en capteur, on a malheureusement des allongements de temps de décision. Il faut que ça calcule, il faut que ça traite, il faut que ça analyse. Et 5 microsecondes, qu'est-ce que ça va vite? Si en revanche, on commence à donner une contextualisation du milieu sur lequel on se déplace, si on donne une sémantique, si on dit que le panneau stop qui est sur l'épaule du mec, sur le sweatshirt du mec, c'est un faux positif, et qu'on dit le vrai panneau stop, il est à cet endroit-là, il est soclé à cette position, et qu'on devra s'arrêter à ce moment-là, et que tout ce qui est environnement dynamique, réglementaire, non répertorié sur une carte est un élément perturbant, on va gagner en efficacité justement, parce qu'on donne une perception a priori à un réseau de capteurs. On lui décrit la sémantique exactement, et la position aussi géographique de ce qu'il va trouver. Et donc de cette manière-là, en fait, on accélère de manière très significative, justement, d'une part, la sûreté de fonctionnement. On assure qu'on a bien cet objet, donc en repositionnant, j'ai bien l'objet, il est bien à cet endroit-là, donc je suis bien au bon endroit. Et aussi, en termes de sécurité, je m'arrête là où je dois m'arrêter et je ne suis pas perturbé, justement, par un élément, un faux positif que les capteurs engendreraient. Perso, j'ai une Tesla, Luc Julia parlait d'une Tesla. Je peux vous dire qu'elle me rend la main en permanence, quoi. C'est une catastrophe, quoi. C'est rassurant alors. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est vrai que nous arrivons à la fin, malheureusement, du débat de nos 3 thématiques sur la mobilité qu'on a voulu assez percutantes. Mais avant de s'arrêter, moi j'avais envie de poser une question à l'ensemble de nos 5 intervenants. Est-ce qu'il y a un virage technologique à ne pas rater? Eric? Côté aviation, le gros enjeu, c'est la décarbonisation. Donc clairement, c'est le choix de la bonne énergie pour la future génération d'avions, sachant qu'il n'y aura peut-être pas un choix unique, mais probablement une panoplie. Donc c'est réellement autour de l'énergie et de la bonne énergie décarbonée pour l'aviation que se joue l'avenir du transport aérien. Oui. Ouais, je crois qu'il faut aller assez vite parce que les technos, on voit qu'il y a quand même des enjeux importants, des enjeux techniques importants. On se retrouve avec des vraies filières qui sont en train de prendre le sujet à bras-le-corps. Je pense notamment aux Chinois dans le ferroviaire qui déploient massivement le ferroviaire et qui, sur simple présentation dans des salons techniques, viennent s'intéresser à ce que nous, techno-françaises, on est en train de développer. Et on est cordialement invités à venir partager avec eux notre savoir-faire. Donc je crois qu'on a besoin, nous, d'aller vite de notre côté pour implémenter ces solutions dans nos services. D'accord, intéressant. Je ne vais pas reparler de la voiture autonome parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui. Du coup, moi, je dirais que dans nos industries du transport, il y a un enjeu d'efficience, on en a parlé, et d'optimisation du taux d'utilisation des flottes, et l'intelligence artificielle, pour le coup, et l'optimisation sous contrainte, c'est une brique de base de l'intelligence artificielle, donc il y a beaucoup d'efficacité à aller chercher et d'efficience via les intelligences artificielles. Oui, on en a parlé, donc je peux qu'abonder, c'est effectivement tout ce qui est autour de la data, de ces traitements, de cette vraiment valorisation au-delà de la récolte.
Et je rajouterais juste quelque chose, c'est que pour ne pas le rater, je pense qu'il faut qu'on ait une responsabilité vis-à-vis de ça, pour avoir la confiance de nos clients sur ce qu'on fait des data. On récolte aussi de la data client, d'ailleurs pour les aider à optimiser leur parcours. Donc vraiment un côté confiance, responsabilité. Luc Julien en a parlé tout à l'heure sur l'éthique. Et donc je pense que voilà, aujourd'hui, il faut qu'on ait ça. Je vous le disais, nous, pour embarquer nos clients, pour embarquer les collaborateurs, il y a 270 000 collaborateurs dans le groupe SNCF, donc il y a la tech, mais la responsabilisation en face. De votre côté Ben moi, je vais me mettre dans les chaussures de Renault ou de Peugeot aujourd'hui. Et évidemment, ce qu'il ne faut pas rater, c'est la voiture autonome. Et le premier step de la voiture autonome, c'est de définir une architecture software pour la voiture. Hein. Le prochain, le big paradigme, le changement de paradigme, c'est Software Defined Car, une voiture qui est designée autour du software, alors qu'une voiture, c'est pour beaucoup le plus beau hardware du monde. Bah, c'est un sacré changement. Et si on rate ça, bah, on devient un vassal. On devient un vassal de Google ou de Tencent ou de Tesla peut-être. Donc les enjeux sont énormes. Bon, c'est bien d'avoir Luc Julia à bord pour passer ces eaux tumultueuses. Juste une anecdote, ce sera mon propos de fin, je serai obligé de partir. Bien sûr. La Tesla, on appelle ça un téléphone à 4 roues. Voilà, c'est ça. C'est un computer, moi je dirais c'est plutôt un computer sur wheel, sur roue, un ordinateur sur... Ouais, un iPhone à 4 €, oui. Donc finalement, quelque chose qui est partagé par tous, c'est l'utilisation de la data et bien utiliser de la data et finalement aller vite aussi pour ne pas avoir peur d'innover pour développer des mobilités effectivement de plus en plus propres, efficientes et connectées. Cédric, pas de problème. Cédric doit partir, le train n'attend pas. Et par à l'heure, H00. Il doit partir à l'heure. Le train... Oui, voilà, à bientôt. Le train n'attend pas, il doit courir pour attraper son train. Merci à tous nos intervenants de nous avoir fait partager votre point de vue sur les mobilités nouvelles.